Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvie Grenier, je suis la directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence grand public présentée dans le cadre du mois de janvier, notre mois de la sensibilisation, qui cette année qui porte le thème N'oublions personne. 2026 marque en plus un moment important pour nous à la FQSA, alors que nous célébrons notre 40e anniversaire. 40 années d'engagement partout à travers le Québec auprès des personnes qui vivent avec la maladie et leurs proches. Aujourd'hui, plus que jamais, nous plaçons la personne qui vit avec la maladie ou un trouble neurocognitif au cœur de nos actions, de nos services et de nos prises de parole. Nous croyons profondément, nous croyons profondément qu'agir plus tôt fait toute la différence dans le parcours de la maladie, tant pour la personne que pour ses proches. Avant les fêtes, notre gouvernement a dévoilé son plan d'action en lien avec la politique Alzheimer qui a été, elle, adoptée un petit peu plus tôt dans l'année. Et, euh, et ce plan d'action envoie un geste et un message clair au niveau de la société québécoise et reconnaît l'urgence d'agir et l'importance des réponses concertées, humaines et durables. À la FQSA, nous sommes engagés avec notre réseau pour contribuer activement à cette avancée. C'est donc avec beaucoup de fierté et que nous accueillons Dr Robert Laforce, neurologue reconnu et expert de la cognition, qui prendra la parole dans quelques instants. Pour assurer l'animation de cette conférence et le lien avec vous tout au long de l'échange, je cède maintenant la parole à Mme Rachel Sanson, directrice recherche à la FQSA. Rachel incarne parfaitement notre volonté de faire circuler les connaissances, de soutenir l'innovation et de rapprocher la recherche du grand public. Merci beaucoup d'être là encore une fois et je cède la parole à Rachel. Merci Sylvie. Je re-souhaite à tout le monde la bienvenue sur notre webinaire intitulé Les 4 visages de la maladie d'Alzheimer. Je me présente Rachel Sanson et j'ai le plaisir de modérer la session d'aujourd'hui. La conférence de Dr Laforce durera environ 50 minutes, suivie d'une période de questions. Je remercie ceux et celles qui ont soumis leurs questions à l'avance. Ces questions vont être sont posées en premier à Dr Laforce. Et je vous invite tout au long de la conférence à poser vos questions dans l'onglet Q&A ou Q&A au bas de votre écran. Puis je les poserai suite à la conférence. Si des questions vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous les écrire à l'adresse suivante, recherche@alzheimerquebec.ca. Et je remercie mes collègues pour mettre les liens dans la boîte de clavardage. Cette présentation est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube dès la semaine prochaine. Je remercie mes collègues pour mettre dans le boîte de clavardage tous les liens. Ce webinaire vous est offert gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien indéfectible à la FQSA. Grâce à vos dons, vous contribuez à l'amélioration continue des programmes et services offerts par les sociétés Alzheimer du Québec et vous rendez également possible des projets de recherche qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec troubles neurocognitifs et leurs proches. Sans plus tarder, j'aimerais glisser quelques mots au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Il est estimé que près de 187 000 personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif au Québec. Ce qui est moins bien connu ou reconnu, c'est que ce n'est pas toutes les personnes diagnostiquées avec la maladie d'Alzheimer qui ont la forme classique de la maladie, la forme caractérisée par les troubles de mémoire et d'orientation dans l'espace et le temps. En fait, il existe 4 variantes de la maladie d'Alzheimer. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous Dr Robert Laforce, qui va démystifier pour nous ces variantes de la maladie et pour nous aider à mieux apprécier et comprendre les différentes facettes de cette maladie, car elles existent et méritent d'être connues. Dr Robert Laforce, Jr. est neurologue et neuropsychologue, chercheur clinicien à la clinique interdisciplinaire de mémoire du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université Laval. Il détient un doctorat en médecine et un doctorat en neuropsychologie clinique. Dr Laforce a plus de 250 publications dans les journaux de renommée internationale tels le Lancet Brain Neurology. Ses recherches portent sur le développement d'instruments d'évaluation cognitive, des troubles neurocognitifs atypiques, et il est titulaire de la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives de la Fondation de la famille Lemaire. Merci. Sans plus tarder, la parole est à vous, Dr Laforce.
Merci beaucoup. Quel bel honneur la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer me fait aujourd'hui en vous présentant sur les quatre visages de maladie d'Alzheimer. Je veux remercier Madame Grenier, Sylvie, je veux remercier Madame Sanson, Rachel. J'ai toujours été impliqué dans les présentations auprès des sociétés Alzheimer. Puis aujourd'hui, ben, c'est un thème qui me tient à cœur. Je vais sans plus tarder partager mon écran. Vous devriez voir la première diapositive. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit Sylvie ou Rachel, faites-moi signe. Présentement, vous voyez bien ma présentation. Oui, merci. Parfait. Puis je vais aller chercher aussi le pointeur pour que tout le monde, on puisse se comprendre. Là, vous voyez mon petit pointeur rouge. Donc, en fait, mes prédécesseurs ont bien pavé la voie, hein. Je pense à Dr Bouchard, je pense à d'autres pionniers au Québec qui ont conscientisé la plupart des gens, des médecins de première ligne, les intervenants à la maladie d'Alzheimer dans sa variante classique mémoire. Et on sait que c'est la plus fréquente. Mais aujourd'hui, on est à l'ère où justement les gens veulent absolument détecter les premiers symptômes tôt. Et on sait, nous, qu'il n'y a pas juste la variante mémoire. Il y a d'autres variantes de la maladie d'Alzheimer. Et plus on est, disons, sensible et on a l'oreille fine et on connaît les symptômes associés à ces variantes-là, plus on peut dépister tôt. Et c'est ça le défi. Je suis content. Madame Sanson l'a mentionné. Le défi des années à venir, c'est de dépister tôt. Je vais parler à la fin des nouvelles molécules dans la maladie d'Alzheimer exactement qui sont en train de faire leur entrée au Canada. Alors, sans plus tarder, donc, les objectifs aujourd'hui, c'est, je crois qu'à la fin de ma présentation, vous allez pouvoir connaître là, les quatre variantes de l'Alzheimer. Ça ne sera pas trop compliqué, vous allez voir. Savoir reconnaître les premiers symptômes, comprendre les similitudes aussi, parce que ces variantes-là vont converger éventuellement vers une espèce de syndrome global. Puis connaître les nouveaux traitements de l'Alzheimer, on va en parler un petit peu à la fin. Quand on parle du dépistage précoce, de savoir les reconnaître tôt, on est maintenant à l'ère en 2026 où on a des biomarqueurs pour reconnaître et prouver la pathologie en dessous de ça, donc confirmer le diagnostic, comme on le ferait en oncologie pour le cancer. On veut une biopsie pour prouver la pathologie, mais on est aussi à l'ère des nouveaux traitements et ces nouveaux traitements-là sont démontrés efficaces et intéressants dans les premiers stades de la maladie. Alors, c'est là que l'enjeu de conscientiser la population, pour moi, est très important. Donc, non seulement à la variante classique mémoire, mais aux quatre variantes. Je vais commencer par faire un petit survol de la maladie, quand même, pas trop long, mais il faut revenir en arrière, hein, à Aloïs Alzheimer qui avait décrit en 1906 chez cette jeune femme, en 51 ans, Auguste D, les premiers symptômes, donc des changements cognitifs, donc mémoire, ainsi de suite, mais aussi beaucoup de changements comportementaux. Cette dame-là était quand même atteinte d'une variante génétique de la maladie d'Alzheimer. Et Aloïs avait fait des dessins de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les enchevêtrements neurofibrillaires. Et vous les voyez à la droite. J'ai eu la chance, moi, l'été passé, dans le cadre d'un congrès, d'aller à Munich, là où Alice Alzheimer, en fait, ça, c'est l'institut psychiatrique où résidait son laboratoire. C'est maintenant une belle salle moderne. Mais ils ont dans cette salle-là gardé ces premiers microscopes. Vous voyez les planches des observations du cerveau d'Auguste D, les notes cliniques d'ailleurs d'Aloïs Alzheimer concernant cette patiente-là. On est 1906-1907 et vous voyez la salle originale où Aloïs Alzheimer a décrit la pathologie. Donc, c'était très émotif pour moi parce qu'il y a des cas d'Alzheimer dans ma famille, incluant ma propre mère. La maladie d'Alzheimer, donc, est caractérisée par deux formes pathologiques, c'est-à-dire les plaques amyloïdes. Hein, vous avez le cercle bleu là, qui montre bien une plaque amyloïde. Elles sont extracellulaires, c'est de la protéine amyloïde. Et en rouge, vous avez ce qu'on appelle les enchevêtrements neurofibrillaires. Alors ça, c'est ce qui s'accumule de façon anormale dans le cerveau. C'est contre ça qu'on travaille, c'est ça qu'on veut enrayer. L'accumulation des plaques et l'accumulation des enchevêtrements. Et puis, vous les retrouvez, là, c'est un schéma qui est compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer, là. Vous les retrouvez dans le haut, les plaques amyloïdes sont à gauche, les enchevêtrements neurofibrillaires sont à droite. Et tout ça, ben, quand ça s'accumule, imaginez comme votre voiture qui est pognée dans la neige, qui est pognée dans le slush, ben, les roues, ils virent dans le beurre, comme on dit en bon québécois. Et ça, ben, ça fait mourir les neurones. À gauche, les neurones sont beaux.
Et là, ben, les plaques viennent faire mourir les neurones. Les neurotransmetteurs, ben, c'est la façon dont les différentes régions dans le cerveau se parlent entre elles. En avant, sur le côté, en arrière, on appelle ça les lobes frontaux, pariétaux, temporaux. Ben, ça se parle, ces régions-là, par des neurotransmetteurs. Et là, ben, les plaques, les enchevêtrements viennent aussi défaire ces réseaux-là. Et c'est ça qui, en bout de ligne, donne lieu aux changements cognitifs et comportementaux qu'on voit dans la maladie. Docteur Gauthier, Serge avait bien, avec un groupe d'autres auteurs, avait bien décrit la progression de la maladie d'Alzheimer. Ça commence souvent par un prodrome au niveau de l'humeur, mais par la suite, les fonctions cognitives, l'autonomie, le comportement et éventuellement la motricité. Et c'est là que, avant justement d'entrer dans ces phases-là où l'autonomie est touchée, le comportement est touché, on veut essayer de reconnaître par les changements au niveau cognitif ou de l'humeur les premiers symptômes. Et là, ben, j'arrive dans le cœur de la présentation, c'est-à-dire que je vous montre notre beau cerveau. C'est une structure absolument exceptionnelle, extraordinaire. Et là, vous la voyez de côté. Pourquoi je vous la présente comme ça? C'est que la pathologie que je viens de vous présenter, les plaques amyloïdes, les enchevêtrements neurofibrillaires, ben, on ne sait pas vraiment exactement où est-ce que ça va s'accumuler dans le cerveau. Alors, si ça donne que c'est plus au niveau des lobes temporaux, de l'hippocampe, je vous montre un peu la région ici, bien ça va donner une variante nésique. Mais si cet amyloïde-là s'accumule dans les régions où c'est ce qui nous aide à parler, par exemple, à trouver les mots, à répéter des phrases, comme je pourrais pointer ici, plus au niveau du lobe pariétal, ben, ça va nous donner une autre variante de la maladie d'Alzheimer, une variante qu'on va dire langagière, qui touche le langage. Si ça s'accumule en arrière, au niveau du cortex visuel, qu'on appelle le cortex occipital, ça peut donner justement un Alzheimer visuel. Et si ça touche plus le comportement à l'avant, le lobe frontal, on va parler de la variante comportementale de la maladie d'Alzheimer. Donc, je vous le brosse un peu général avec le schéma du cerveau. Et puis, on arrive, dans le fond, à notre premier objectif, c'est-à-dire comprendre les 4 variantes de l'Alzheimer. Je l'ai mentionné en montrant le cerveau. Il y a la variante nésique et c'est vraiment la plus fréquente. C'est celle dont tout le monde parle. Et même si vous parlez à des gens comme quoi votre conjoint a un diagnostic d'Alzheimer, mais c'est ta variante langagière, ça se peut que les gens vous disent, ben non, c'est pas ça l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est la mémoire. Mais donc, c'est le but de la présentation aujourd'hui. C'est de conscientiser les gens sur le fait qu'un trouble du langage peut révéler ou refléter être témoin d'une pathologie Alzheimer, un trouble visuel, un trouble comportemental. Donc, on les voit, les 4 variantes. Je vous dirais, ben, avec la COVID, les gens, quand on parle de variant, là, ils disent, ah oui, OK, on sait c'est quoi un variant. C'est la même maladie, mais qui se présente sous un autre visage, une autre variante. La variante nésique, on va passer rapidement parce que vous la connaissez, c'est souvent la plus fréquente, mais quand même, il faut bien la décrire. On a souvent la situation dans la variante mémoire où le patient nous dit que ça va bien, tout est correct. C'est pour ça que ça prend un aidant pour confronter ces dires-là. Le patient ne consulte pas de lui-même souvent. Il y a ce qu'on appelle en anglais le head turning sign. Il se tourne vers l'être cher pour répondre aux questions. Et là, ben, nous, en clinique, c'est d'être habile justement pour coincer le patient sans être méchant, mais poser nos questions directement au patient sans que l'aidant réponde par-dessus, pour voir qu'est-ce que la personne vraiment est capable de produire comme réponse. Souvent en bonne santé, peu ou pas de médicaments, le partenaire va dire, à part la mémoire, ça va bien. Les gens sont souvent désorientés dans l'espace et le trouble de mémoire, c'est un trouble de mémoire récente. Ce sont des oublis qui sont en regard de faits récents et je vous dirais aussi des faits qui sont significatifs. Ce que vous avez mangé hier, bof. Mais au fond, si vous invitiez vos enfants, s'il y avait une réunion familiale, il y avait une décision à prendre concernant la vente d'un condo, etc. Là, ça devient une réunion ou un souper ou un repas significatif. Donc, il faut que ce ne soit pas des oublis bénins liés à l'âge, mais des oublis significatifs. Souvent, 6 mois à 1 an de recul, la mémoire à long terme est bien préservée. Votre première voiture neuve, ça, il n'y a pas de problème. Difficulté aussi à exécuter des tâches familières. Donc, c'est les fonctions exécutives. Les gens peuvent chercher un peu plus leurs mots. Les changements dans l'humeur et le comportement sont là. Souvent, une apathie, c'est-à-dire les gens ont moins d'initiatives, sont moins intéressés à faire des activités, peuvent paraître comme étant déprimés. Au fond, ils ne sont pas tant déprimés, ils sont corrects, eux autres, ça va bien,
mais c'est les autres autour qui s'inquiètent, mais sont plus apathiques et ont moins d'initiative qu'avant. Tendance à minimiser les troubles, peuvent être irritables aussi. L'irritabilité, c'est quelque chose. Puis on voit avec la progression, diminution du jugement et de l'introspection ou l'insight. Quand on fait des imageries du cerveau, ici, là, imaginez un patient 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme des coupes d'imagerie de 5 patients différents. Le stade 0, c'est ce que, à l'imagerie du cerveau, nous, on va aller grader l'hippocampe. Vous voyez, l'hippocampe, c'est cette belle structure-là au centre du cerveau. Un stade 0, ça va bien, hein? Cette hippocampe-là est pleine de neurones. Puis mettons qu'on va au stade 4, qui est comme le pire stade, bien, nous, on voit au niveau de l'imagerie qu'ici, il y a beaucoup de noir. Le noir, c'est du liquide qui a pris la place de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, elle devrait, c'est ce qu'on voit, là, c'est ce qui reste, elle devrait tout remplir le trou, mais là, elle est vraiment atrophiée. On peut voir aussi à l'aide de techniques d'imagerie dans la variante nésique un métabolisme, c'est-à-dire un fonctionnement du cerveau qui est ralenti. Donc, vous voyez, tout ce qui est en vert, ça, c'est l'hémisphère gauche. Là. Tout ce qui est en vert, c'est la région du lobe pariétal et du lobe temporal. Tout ce qui est en vert, là, on va se dire en bas, ça ne roule pas sur 12 cylindres. Ça devrait rouler là, top, top, top métabolisme. Mais là, on voit qu'en vert, c'est ralenti. On a la même chose, ça, c'est l'hémisphère droit, donc c'est l'autre bord. Puis, même chose au niveau pariétal, au niveau temporal, on a un ralentissement du métabolisme. Donc, ça, c'est classique pour la variante mémoire. Et là, on rentre dans les variantes plus atypiques peut-être, dont vous avez moins entendu parler. On va commencer par la variante langagière. J'ai quelques vidéos. À nouveau, mes collègues vont m'assurer que vous entendez bien et que vous voyez bien pour qu'on puisse détailler ces variantes-là. Alors, ça, c'est un patient que je présente souvent, qui était un homme de 95 ans, droitier. Cet homme-là avait complété un cours commercial, était un homme d'affaires prospère, roulait sa bosse, était très, très, très impliqué aussi dans sa communauté. Et à l'histoire, donc, vous voyez là, ses plaintes, quand il vient nous voir en clinique de mémoire, c'est une difficulté à trouver les mots. Mais ça, tout le monde, en prenant de l'âge, on cherche un peu plus nos mots. Mais au fond, ce qu'il voulait nous dire, c'est qu'il y a vraiment de la difficulté à véhiculer ses propos. Donc, nous, en clinique de mémoire, on fait la différence entre chercher ses mots et vraiment le manque du mot. Chercher ses mots, comme je vous dis, classique de la personne âgée, ça fait partie du vieillissement normal. Mais c'est quoi le manque du mot? Ça, c'est pas normal. Le manque du mot, c'est de ne pas être capable de véhiculer ses propos. Alors, moi, si je veux dire que je suis allé en ski en fait, semaine passée, je vais dire, oui, on est allé, tu sais, là-bas, là, tu sais, ben voyons, tu le sais, tu sais, on y va tout le temps, là, ouais, tu sais, c'est haut, là, euh, ah, je sais pas. Ça, c'est vraiment le manque du mot. Mais chercher ces mots ici et là, c'est normal. Voyez aussi le délai, hein? La maladie d'Alzheimer, dans sa variante mémoire, la première que j'ai présentée, souvent va s'inscrire là comme étant significative en 6 mois, 1 an. Mais ces gens-là ici, ils poirotent, là je parle de la variante langagière, ils poirotent souvent plusieurs années parce que le manque du mot, ben, quelqu'un commence à parler par-dessus. Puis finalement, ben, le reste, la mémoire n'est pas si mal au début dans la variante langagière, donc ils continuent à être orientés, ils ne se perdent pas en auto, ces gens-là. Ils n'oublient pas leur NIP, mais c'est plus donc quelque chose qui va s'installer lentement et plus sur une plus longue échelle. Vous voyez, hein, sa sœur dit que sa mémoire est bonne, monsieur continue de conduire l'auto, gère ses finances, prend ses médicaments tout seul, mais par contre, il se dit humilié parce que quand il vient pour parler, justement, il y a des gros problèmes avec le manque du mot. Alors, on va aller présenter un premier. Je vais vous demander de me décrire un peu là, comment vos problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui vous a amené à consulter un médecin? C'était des suites de ma femme, tout le brouhaha de ma vie. Hein? Parce que moi, je suis arrivé en Abitibi à 20 ans. OK? Hein? Puis là, je viens de sortir. Okay? Puis j'ai fait ma vie là. Hein? Alors, ça, c'est ça. Okay. C'est ça. Hein? Ce qui est frappant pour moi, comme médecin, quand je vois ce patient-là répondre, c'est qu'au fond, il ne dit pas grand-chose. Puis pourtant, c'est une question simple. Hein? Qu'est-ce qui vous amène en clinique de mémoire aujourd'hui? Donc, il cherche tellement ces mots. En fait, il y a le manque du mot tellement prononcé qu'on tourne en rond, puis il ne dit rien au fond. Hein?
On va aller au Je Je vais vous prochain. demander de me décrire un peu, là, comment vos problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui vous a amené à consulter un médecin? C'était des suites de ma femme, tout le brouhaha de ma vie. Hein? Parce que moi, je suis arrivé en Abitibi à 20 ans. OK? Hein? Puis là, je viens de sortir. OK? Puis j'ai fait ma vie là. Hein? Alors, ça, c'est ça. Donc, le manque du mot est tellement prononcé qu'on a de la difficulté à comprendre ce qu'il veut dire exactement. Je vais vous montrer une autre façon qu'on a d'identifier, nous, en clinique de mémoire, ce problème-là. Qu'est-ce que vous avez complété comme étude? Écoute, j'étais avec les frères à un moment donné, là, puis qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? J'ai fait tout jusqu'au temps un peu. J'ai été finir mes études à Victoriaville. OK. Hein? J'étais là 2 ans. OK. Ah, tu sais? Puis là, j'ai eu mon diplôme, puis mon diplôme de la patente. Hein. Un beau 90. OK? Votre diplôme en quoi? Oh, donc, diplôme pour de ce qu'on savait à ce moment-là, puis qu'on avait étudié, c'est sûr, ça. Donc, je reprends mon point. Hein. Un diplôme en quoi? Ben, de ce qu'on savait à ce moment-là. Ça fait un discours qui est très circumlocutoire, qu'on va dire. Les gens ils tournent en rond parce qu'au fond, il y aurait juste à me dire, j'ai fait un cours en économie, j'ai fait un cours en architecture, j'ai fait un cours en sciences. Mais donc, le manque du mot l'empêche vraiment de véhiculer ses propos. Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo qui va nous aider vraiment à préciser le diagnostic, c'est-à-dire qu'on va faire répéter des phrases. J'aimerais ça que vous me répétiez le mot demain. Demain, Vous l'avez fait, c'est bien. D-E-M-O-N. OK. Nous, on Vous avait avez fait juste une à le tâche répéter. d'épellation, donc il y a Demain, tendance à Répétez le mot persévérer. bonjour. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Vous n'avez pas besoin des épées. Non, OK, bonjour. Bonjour. Parfait. Bonjour. Oui. Répétez le mot carrossier. Carrossier. Oui, ça se dit, ça se dit, ça. Oui, oui. Parfait. Oui. Premier bataillon d'artillerie. Premier bataillon d'artillerie. Et là, donc, Excellent. on entre dans la répétition. de Les phrases. hippopotames sont au jardin zoologique. Oui, c'est ça. Ils sont au zoologique ou en Afrique. OK. Ça. Répétez après moi. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Bon, ils sont peut-être là, mais c'est pas dans leur place. À un moment donné, ils sont d'un lac ou de rivière à quelque part, là, mais c'est pas ça. On réessaye. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Moi, vous dites ça, oui. Répétez. Les hippopotames sont au hein? On réessaye. Hippopotames sont dans... Vous voyez comment c'est difficile pour lui de répéter une phrase qui est quand même pas si longue, mais qui a des twists pas si faciles que ça. On voit là, premièrement, des paraphasies. Nous, on appelle ça des paraphasies, c'est-à-dire, il devrait dire les hippopotames, mais il dit polypotame. Donc, ça, c'est des paraphasies. Il inverse des phonèmes. Puis, ben, il y a vraiment de la difficulté à répéter la phrase au complet. Et dans cette variante-là, la variante langagière de maladie d'Alzheimer, donc, d'une part, on a le manque du mot. Et d'autre part, on a la difficulté à répéter des phrases. Et vous allez voir que la difficulté de répétition est particulièrement pour la fin de la phrase. Je vais vous montrer un autre exemple ici, chez un patient plus jeune, qui est peut-être un peu moins avancé que le premier patient que je vous ai montré. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Les hippopotames, j'ai de la misère avec ça, oui. Je me souviens plus. OK, on la reprend. Ouais. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Les hippopotames, je me souviens plus. Particulièrement donc une difficulté pour la deuxième moitié de la phrase. Je reviens donc aux diapositives. Dans la variante langagière de la maladie d'Alzheimer, je vais ressortir mon petit pointeur pour qu'on puisse tous se suivre. Dans la variante langagière, donc, vous voyez, ça, c'est l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche abrite le langage.
Ça, c'est l'hémisphère droit. On voit que les changements sont beaucoup plus prononcés. Partout ce que c'est vert, jaune, rouge, ce n'est pas métaboliquement normal. Les changements sont plus prononcés à l'hémisphère gauche qu'à l'hémisphère droit. On voit aussi, nous, en radiologie, donc à l'imagerie du cerveau, beaucoup plus d'atrophie à l'hémisphère gauche. Vous allez me dire, ouais, mais je pointe la droite, mais en radio, tout est inversé. Donc, ça ici, c'est l'hémisphère gauche, ça, c'est l'hémisphère droit. Et vous voyez, le noir, c'est du liquide qui a pris la place du cerveau. C'est pas normal, ça. Ça devrait être tout du beau cerveau comme ça. Hein, vous voyez l'atrophie importante à gauche. Mon étudiant doctorat, David Bergeron, a noté avec un groupe international des papiers importants dans la littérature en 2018 pour montrer que ces gens-là qui ont la variante langagière, ben, ils ont la maladie d'Alzheimer, souvent la pathologie Alzheimer, près de 86% des gens ont cette pathologie-là. Vous connaissez Bernard Lemaire, un fondateur, un bâtisseur au Québec. Monsieur Lemaire, en compagnie de sa fondation de la famille Lemaire, nous a donné maintenant jusqu'à 2,5 millions pour nos travaux de recherche. Je veux le mentionner en passant. Et je vous invite, ceux qui ont qui ont remarqué des changements chez les proches, la plateforme APP, vous avez le site web ici, la présentation va être disponible, mais vous détaille un peu plus avec d'autres vidéos le problème d'Alzheimer langagier. Donc, je vous invite à aller voir la plateforme APP. On enchaîne, puis je vais répondre à vos questions à la fin, là. On enchaîne avec la troisième variante, qui est la variante visuelle. Cette fois-là est un peu plus obscure, pas facile à comprendre, vous allez voir, parce que, bon, la mémoire, le langage, c'est des fonctions qui sont plutôt communes, mais l'aspect visuel, l'aspect visuospatial, des fois, ça prend quelques exemples pour comprendre. Voyons donc, peut-être le point que je veux mentionner, là, dans la variante langagière, je vous ai présenté un patient de 95 ans, mais en général, ça, ce patient-là, c'est une exception, là, mais en général, le spectre des variantes, là, on enchaîne avec la visuelle, mais mettons qu'on prend la langagière, la visuelle, la comportementale. En général, ce spectre-là est un petit peu plus jeune aussi. Ça, il faut se méfier de ça. Alors, si la moyenne des gens qui développent l'Alzheimer mémoire est plus autour de 65, ben, les variantes sont souvent une dizaine d'années avant. C'est souvent du 55, 58. Donc, faites attention à ça. Ici, ben, c'est un exemple dans son spectre d'âge qu'on peut dire une dame de 53 ans qui a un trouble cognitif là, qui est évolutif là, sur 2 ans. Et elle, ce qu'elle nous dit en clinique de mémoire, c'est qu'elle a de la difficulté à lire. Donc, quand elle regarde des mots, des phrases, quand elle prend un livre, c'est difficile pour elle de décoder les mots. Difficulté à conduire l'automobile. Et là, ben, en particulier, stationner une auto d'avant, d'arrière, là, c'est un défi. Elle a eu des accidents. Elle a de la difficulté aussi à juger les distances ou à se repérer dans l'espace. Et elle a de la difficulté à calculer le change. Donc, nous, on sait en neurologie, par notre compréhension du cerveau, que ces habiletés-là, être capable de lire, être capable de s'orienter visuellement dans l'espace, conduire est une activité qui demande beaucoup de capacité visuospatiale, être capable d'apprécier la profondeur des objets, se repérer dans un site visuel, puis aussi ben, faire des calculs, comme ici, calculer le change, ça se retrouve comme pas mal dans la même région du cerveau. Et là, ben, imaginons que la pathologie Alzheimer s'accumule particulièrement beaucoup plus dans cette région-là. C'est là que ça peut donner lieu à la variante visuelle. Et là, quand je vous dis des problèmes visuospatiaux, moi, je ne peux pas aller dans l'auto avec mes patients puis dire, ben, go, on s'en va au magasin puis je vais aller voir comment vous conduisez. Fait qu'on fait des tests en clinique, papier-crayon, pour voir un peu artificiellement, vous allez dire, hein, nos patients ne sont pas tout à contents, ils disent, ah, moi, j'aime pas ça, faire les petits dessins. Mais les petits dessins, ils parlent beaucoup. Ici, là, ce que vous avez, c'est des pentagones. Hein? Vous avez 5 côtés, vous avez un autre 5 côtés, puis les deux sont imbriqués un dans l'autre. Et ça, c'est la réponse du patient. Vous voyez là les traits de crayon qui sont ici. Un autre test qu'on peut faire, c'est le fameux test de l'horloge. On va demander donc de placer les chiffres pour qu'ils soient donc comme ce qu'on voit dans une horloge. Puis plus tard, on demande de placer les aiguilles pour que ça indique 11h10. Et là, ce qu'on a, c'est plutôt un tapon de chiffres. Hein? C'est comme un amalgame. Il y a souvent du grouping qu'on appelle. Les gens vont comme tout amener les chiffres dans le même coin.
Mais visiblement, vous allez comprendre avec moi que dans l'espace ou visuospatialement, les chiffres devraient être bien distribués. Puis là, on a donné quand même de l'aide au patient, hein. On lui a donné le cadre. En général, on prend une page blanche, puis on dit dessinez-moi une horloge avec tous les chiffres. Mais donc, les chiffres ne sont pas placés au bon endroit. Ça, c'est des problèmes visuo-perceptuels. Je vais vous montrer un exemple de test qu'on peut utiliser en clinique. Puis dites-nous encore sur cette image-là ici, qu'est-ce que vous voyez? Une orange coupée en deux, des raisins. Est-ce qu'il y a autre chose? L'item de gauche L'image est pleine, là. Ça est peut plus voir. facile. Une poire. La dame réussit bien. Donc, les objets sont comme Un quartier d'orange. imbriqués un dans l'autre, plus difficile à percevoir. Et là, on va aller au plus Sur l'autre difficile image maintenant. ici. Je vois pas grand-chose, je veux dire. Un peu difficile un petit peu. Ouais. Des crayons aussi? Non. C'est pas des crayons. La dame pointe un crayon comme ici, Non. mais au fond, Il y a rien là, il y a qui une vient en veste, il y a tête. un gilet. Non, je vois ici que c'est un demi-cercle, là, mais je vois pas ce Pointe qui un demi-cercle, mais c'est le col fait l'image. du chandail. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Donc, elle a tendance pour OK, nous on y va. à faire ce qu'on appelle elle va se cibler, disons, elle va se focuser sur différents aspects, mais va perdre de vue l'ensemble de l'image. Et ça, c'est là le défi. On appelle ça les figures imbriquées, sont comme chevauchées ou superposées une par-dessus l'autre, puis le but, c'est de les détecter, de les dépister. Et là, c'est là que la perception de la profondeur, la perception de la forme pour cette dame-là est très difficile. Et ça, c'est causé par une région qui est métaboliquement pas active comme elle devrait être, qu'on appelle le cortex occipital. C'est le derrière de la tête. Ça, c'est l'hémisphère droit. Vous voyez le derrière de la tête ici, puis le derrière de la tête pour l'hémisphère gauche. Même principe. Partout ce que c'est vert, jaune, rouge, c'est pas métaboliquement actif comme ça devrait être. Et si on regarde à l'imagerie, maintenant, là, vous êtes habitué à voir des imageries. Vous voyez que le derrière de la tête, hein, en arrière comme tel, ben, il y a bien trop de noir. Ça, c'est du liquide ici, là, le noir, qui a pris la place du cerveau. Ça devrait tout être du beau cerveau gris comme ça. Et il y en a peut-être un petit peu plus à gauche qu'à droite chez cette patiente-là. On enchaîne avec la dernière variante, la variante comportementale. Plus difficile à cerner celle-là parce que les changements de comportement, c'est souvent toléré, souvent les gens vont utiliser d'autres explications, vont dire bah c'est normal, il arrive à la retraite, tu sais, à la retraite, ben là, des fois, il y a des changements de comportement, on est un peu plus irritable, un peu plus agressif. Pas sûr. Les gens vont dire ben oui, c'est correct, tu sais, il est plus fatigué ou il dort moins bien. Donc, il y a souvent des justifications, les proches vont tolérer longtemps avant vraiment de dire ben là, non, il y a de quoi qui ne va pas. Souvent, ça va amener cette variante comportementale, la maladie d'Alzheimer, des erreurs de jugement. Ça peut être des erreurs dans les finances aussi, des mauvaises décisions financières. Ça peut être des comportements aussi sexuels qui sont inappropriés. Ça peut être des comportements sur le plan interpersonnel où les gens vont être un peu plus familiers ou trop, disons, aventuriers, si on peut dire, comparativement à leur personnalité antérieure. Ça peut être aussi des changements sur le comportement alimentaire, hein, manger des choses sucrées, là, mais abondamment, sans aucun discernement, avec peu d'autocritique. Les gens développent ces comportements-là, puis sont ramenés à l'ordre, mais n'ont pas vraiment de capacité de réajuster le tir. Alors, c'est très difficile pour les proches, hein, la variante comportementale, parce que c'est comme de voir notre être cher se transformer un peu sur le plan des comportements, et ça fait peur à tout le monde. Donc, vous voyez ici un homme de 55 ans qui montre des changements de comportement, on va dire, significatifs sur 5 ans. Donc, oui, on peut être olé dans un party de famille, on peut déboutonner sa chemise pour le fun, mais là, de là à se mettre tout nu, un party de famille, ça va au-delà, disons, de ce qu'on s'attend, disons, dans les conventions sociales générales, en tout cas pour ma famille.
fait semblant aussi d'être aveugle pour que le chien puisse monter sur le train. Donc, j'étais à San Francisco en fellow à ce moment-là. Et à San Francisco, si vous êtes non-voyant, au fond, vous avez le droit de faire embarquer votre chien gratuitement. Naturellement, les chiens n'ont pas besoin de payer, puis vous n'avez pas besoin de payer. Et là, le patient, lui, faisait semblant donc d'être un non-voyant pour que le chien puisse monter sur le train, alors que c'était pas vrai. Il était désorganisé aussi dans ses journées, dans ses planifications, erreur de séquence et aussi décrit comme impulsif par sa famille. Quand je vous dis impulsif, le test de l'horloge, nous, on s'en sert à toutes les sauces. Hein. C'est un beau test, un test facile, c'est un test qui est simple. On demande de dessiner une horloge avec tous les chiffres. Et vous voyez, autant dans la variante visuelle, ce qui se passait, c'était une désorganisation visuo-perceptuelle. Ici, dans la variante comportementale, vous voyez ce qui se passe. Hein? On part à 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis là, on met la pédale au gaz au fond, puis on veut juste écrire des chiffres et des chiffres et des chiffres. On va parler d'impulsivité. Hein? C'est comme, je commence ici, je mets la pédale à gaz au fond, puis j'en écris. Ça, c'est pas rare que ces gens-là continuent à écrire sur notre bureau. 28, 29, 30, puis continuent à écrire, passer la feuille sur notre bureau. On va parler d'impulsivité. C'est inapproprié. Puis, ben, le test de l'horloge, un test tout simple le fait ressortir. On demande aussi de placer les aiguilles pour que ces aiguilles-là indiquent 11h10. Et 11h10, dans le contexte d'une horloge, 11 c'est 11, 10 c'est 10. Mais au fond, dans la convention d'une horloge, on divise ça souvent en tranches de 5 minutes. Puis, ben, pour indiquer 11h10, on va, oui, mettre sur le 11, mais on va aller mettre ça sur le 2 pour indiquer 2 fois 5, 10. Ici, ce qu'on a, c'est une perte de l'abstraction. Le patient met ça sur le 11 et le 10. Donc, il va prendre les items au pied de la lettre, qu'on peut dire, donc avec moins d'abstraction. Je ne veux pas trop passer de temps sur ça, mais nous, on a des techniques maintenant avec la tomographie par émission de positron pour aller voir le métabolisme, mais aussi des techniques toujours avec la tomographie par émission de positron, le fameux PET scan, pour aller voir s'il y a une charge amyloïde. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je l'ai présenté en début de conférence, la pathologie de la maladie d'Alzheimer qui est amyloïde et protéine tau, hein, les enchevêtrements neurofibrillaires qui sont de protéine tau et la pathologie amyloïde, bien, on a maintenant des façons d'aller imager la protéine amyloïde. Et vous voyez, ces gens-là qui ont la variante comportementale de la maladie d'Alzheimer, ils sont plein d'amyloïdes dans le cerveau. Voilà. Savoir reconnaître les premiers symptômes, bien, au fond, c'est la prochaine diapositive. C'est juste un résumé pour réitérer. Hein? Puis vous voyez que c'est pas sorcier, là, notre affaire. Ben, la variante mnésique, on s'entend, c'est la mémoire récente, des faits significatifs. Ça, c'est les premiers symptômes. On pourrait rajouter de l'apathie sur le plan comportemental aussi, l'irritabilité. Pour la variante langagière, ben, c'est le manque du mot, donc difficulté à véhiculer ses propos. Pas chercher ses mots. Je l'ai dit, hein, tout le monde cherche ses mots en vieillissant. Ça, c'est normal. Mais le manque du mot, c'est difficulté à véhiculer son idée. Puis, ben, en clinique, nous, on voit aussi, quand on pousse, que ces gens-là ont de la difficulté à répéter des phrases. La répétition de phrases, allez voir sur le site de la chaire APP pour plus de détails là-dessus. La variante visuelle, ben, la désorientation spatiale est tellement importante que c'est des gens qui vont se perdre au centre d'achat. C'est des gens qui, vous allez retourner à la voiture, puis s'ils étaient le passager, ben, ils peuvent aller s'asseoir du mauvais côté ou vouloir ouvrir la mauvaise portière, du mauvais côté. C'est les gens qui, dans un bureau, vont entrer dans le bureau, vont aller s'asseoir à la place du docteur. Alors que quand on rentre dans un bureau, si vous allez voir votre conseiller financier, vous n'allez pas vous asseoir sur sa chaise. Vous vous asseyez aux chaises qui sont prévues pour vous. Donc, l'orientation spatiale, le calcul, on en a parlé, la lecture, ça faisait partie de la vignette. Puis, ben, sur le plan de la variante comportementale, les premiers symptômes, c'est les changements de comportement. Donc, les gens vont dire, il me semble que c'est pas comme avant. J'ai remarqué qu'il y avait au niveau du jugement, au niveau de l'inhibition, au niveau des comportements, comme je dis, ça peut être dans le spectre des comportements financiers, sexuels, alimentaires, où là, on remarque des changements qui sont au-delà de ce qu'on s'attendrait dans le contexte des conventions sociales. Comprendre les similitudes entre les variantes. Donc, ça, c'est important parce que je me suis rendu compte dans ma pratique que les gens, à qui on présente le diagnostic, puis on leur dit, bon, vous voyez, mettons, on prend un patient donné, là, ça, c'est une variante langagière.
les gens, on dirait qu'ils vont comprendre que, ah, OK, c'est langage, fait que ça va rester langage tout le long. Un autre patient, par exemple, à qui on dit c'est visuel, c'est une forme visuelle, ah bon, OK, ils prennent pour acquis que ça va rester visuel tout le long. Mais au fond, imaginez que la pathologie dans le cerveau, qui est la pathologie amyloïde, elle continue de s'étendre partout dans le cerveau. Elle est accompagnée d'une pathologie tau aussi. Je vous ai parlé des enchevêtrements neurofibrillaires. Donc, tout ça, malheureusement, au fil des années, ça continue à progresser dans le cerveau. Et donc, il y a comme une voie finale de convergence, c'est-à-dire que le point 3, là, c'est que je veux que vous compreniez que toutes ces variantes-là, qu'elles soient langagières, visuelles, mnésiques ou comportementales, vont toutes converger vers des troubles des fonctions exécutives et des troubles de mémoire. Ils finissent toutes pas mal pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le message que je veux que vous compreniez. Mais au début, ils ne commencent pas pareil. Hein? C'est ça le point. OK. On arrive au point 4, connaître les nouveaux traitements, puis après, on va ouvrir aux questions. Donc, on est dans la situation où depuis 4 ans, aux États-Unis, dans plus de 50 pays dans le monde aussi, on a 2 anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre la pathologie Alzheimer, qui ont été approuvés, le lecanemab et puis le donanemab. On a des belles études qui ont été réalisées avec des groupes contrôle placebo qui montrent, là je vous donne les données pour le lecanemab, celui qui est maintenant approuvé au Canada, qu'on montre d'une part qu'on réduit de façon très, très, très significative la charge amyloïde dans le cerveau, c'est la première étape. Et là, quand on regarde tous les autres instruments pour aller voir l'impact de ces médicaments-là, ici, le CDR-SB, c'est un test des fonctions cognitives. Donc, ralentissement de près de 33 %. Vous voyez, ça vire tout le temps autour du 33-35 %. Les autres mesures ici, c'est plus sur l'aidant, sur la qualité de vie, sur les activités de la vie quotidienne, ADL pour Activities of Daily Living. Puis ici, c'est une combinaison. Mais voyez les chiffres, 28, 39, entre 43 et 53 pour 38 %. Donc, des médicaments qui sont ciblés pour les gens qui sont dans les premiers stades de la maladie, donc en stade léger ou encore au stade du trouble cognitif léger amnésique avec une pathologie amyloïde. Les données sur 4 ans, et c'est ça que l'INES n'a pas eu la chance d'évaluer. On va continuer à accumuler des données, éventuellement représenter ces données-là à l'INES. Mais les données à 4 ans, donc à 48 mois, quand on regarde l'analyse du gain de temps, donc là, c'est compliqué ces schémas-là, là, je vais essayer de vous le décrire. Mais ici, là, c'est le 18 mois, ça c'est l'étude originale, de 0 à 18 mois. Puis ici, c'est de 18 mois à 4 ans. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les gens qui sont traités sous lecanemab, c'est la courbe rouge. Ils continuent de se démarquer jusqu'à 4 ans, hein, 48 mois. Ils continuent de se démarquer des 2 autres groupes qui sont des cohortes qu'on étudie depuis plusieurs années où on ne fait que documenter l'évolution de la maladie d'Alzheimer. On appelle ça des cohortes observationnelles. Et donc, c'est comme si on comparait des gens qui ont été traités pendant 4 ans à l'évolution naturelle non traitée de la maladie d'Alzheimer. Et là, ce qu'on peut dire avec ces données-là, il y a une cohorte européenne qui est celle en mauve, il y a une cohorte américaine qui est celle en turquoise. Ce qu'on peut dire, c'est que si quelqu'un est traité pendant 4 ans avec ces traitements-là, il se trouve à sauver 1 année de santé cognitive. Donc, pour la cohorte américaine, c'était 10,7 mois. L'européenne, c'était 13 mois. Donc, imaginez là, en cancer, en oncologie, quand on est capable de sauver 3 mois, on est heureux. Ici, là, on améliore d'1 année la santé cognitive, ou on diminue la détérioration d'1 année lorsqu'on est traité pendant 4 ans. C'est très, très, très significatif. Donc, ce que ces médicaments-là permettent, c'est de ralentir la progression vers le prochain stade clinique. Ce sont des gens qui sont dans les stades du trouble cognitif léger, hein, le trouble cognitif léger, Alzheimer, ou encore la maladie dégénérative qu'on appelle le trouble neurocognitif léger ou l'Alzheimer léger. Donc, c'est les 2 cases ici qui sont des patients admissibles à ces traitements-là. Et donc, ça, c'est juste réitérer les données que j'ai déjà présentées. Je ne vous les représenterai pas une autre fois. Et puis, je veux terminer là-dessus, c'est que on est maintenant à l'ère où on ne peut pas attendre que le patient soit rendu en stade modéré ou en stade sévère. On doit absolument reconnaître rapidement la phase préclinique.
Cette maladie-là, hein, avant que la personne soit dépistée par le médecin, souvent elle est évoluée pendant un bon 20 ans, 15 à 20 ans avant. Et donc, quand on voit les premiers symptômes, quand on reconnaît chez nos proches des changements langagiers, des changements visuels, des changements comportementaux ou des changements au niveau de la mémoire récente, quand on est justement dans cette phase préclinique-là, c'est là qu'on peut intervenir. C'est un peu comme en oncologie. Si on pense qu'on peut rattraper le temps perdu chez un patient qui a un cancer métastatique généralisé, la réponse, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les traiter, ces gens-là, d'une autre façon, mais vous me comprenez bien, en oncologie, en cancer, plus on dépiste tôt, plus on peut traiter tôt, justement pour prévenir la détérioration. Donc, c'est ça notre focus des prochaines années. Voilà, en conclusion, ben, je pense maintenant, j'espère que vous allez mieux reconnaître les 4 variantes. Vous connaissez les premiers symptômes, vous connaissez aussi la voie finale commune des similitudes et j'ai parlé un petit peu des nouveaux traitements. Voilà, je mets le code pour ceux qui veulent nous aider avec les projets de recherche qu'on a à la clinique de mémoire. Vous êtes les bienvenus. Je le laisse pendant un certain temps, le code QR si vous voulez le prendre. C'est sur le site de l'Université Laval à Québec. Moi, je suis chercheur donc dans le CHU de Québec et le centre de recherche relié au CHU de Québec. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Puis, voici, ça c'est une partie de la gang à la clinique de mémoire à Québec. Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis, je vais arrêter le partage pour prendre les questions. Merci beaucoup, Dr. Laforce. Excusez-moi, je reprends ma page. On a eu plusieurs questions. Merci. All right. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation très enrichissante. Je rappelle à tout le monde que la présentation a été enregistrée, ou qu'elle est toujours enregistrée et disponible la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. J'aimerais également mentionner que nous offrons une série de conférences scientifiques nommées les conférences mémorables, qui sont gratuites et offertes à tous, mais conçues pour les professionnels de la santé et des services sociaux. En février, nous recevrons Dr. Isabelle Rouleau, qui va approfondir l'atrophie corticale postérieure pour nous, celle qu'on a discutée plus tôt. Puis, je suis vraiment désolée, l'atrophie postérieure. Pourriez-vous spécifier l'atrophie corticale postérieure, c'est laquelle des variantes? Oui, c'est la variante visuelle. OK. Oui, exactement. On va parler davantage de variante visuelle avec Dr. Rouleau. Et en mars, Dr. Jules Poirier va discuter des aspects génétiques de la maladie. Donc, on va pouvoir approfondir chacun des sujets reliés à la maladie. Nous avons également Dr. Louis Bérard en mai qui va parler des aspects cardiovasculaires et cérébrovasculaires liés aux troubles neurocognitifs. Nous avons eu plusieurs questions d'avance, mais certaines ont déjà été répondues pendant la conférence, donc je ne reviendrai pas sur ce qui a été présenté aujourd'hui. Vous pouvez retourner sur la vidéo YouTube si vous voulez plus de précision ou vous rappeler des réponses. Puis nous avons des questions très techniques. Je vous réfère aux présentations des conférences mémorables à venir et dans le passé, notre chaîne YouTube. On va la mettre dans le clavardage. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes qui vont un peu plus en profondeur dans chacun des sujets. All right. Donc, on a eu vraiment plusieurs questions. Oui, également, beaucoup de questions sur les signes et symptômes de la maladie. Dans Alzheimer, j'aimerais vous référer également à notre site web, pluto.ca, pour aller chercher plus d'informations écrites à cet endroit-là. Parce que on ne viendra pas, on a parlé beaucoup de tous les signes et symptômes, puis merci beaucoup, Dr. Laforce, pour nous avoir éclairé là-dessus. Mais je vais revenir pareil sur quelques questions, parce que ça revient quand même beaucoup. Les questions qui reviennent beaucoup au Québec. Supposons qu'une personne se craint d'avoir la forme héréditaire parce que ses parents, la famille, plusieurs personnes ont développé la maladie. C'est donc un adulte qui n'a pas encore un jeune adulte qui craint d'avoir la forme héréditaire. Où est-ce qu'il peut se retourner? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment détecter rapidement dans ces cas-là?
Oui, Avez-vous des suggestions? c'est une excellente question parce que je pense que pour moi, c'est intéressant d'entendre ça, puis on l'entend de plus en plus. Je pense que c'est une façon indirecte de réaliser que la conscientisation fait son œuvre parce que d'entendre des jeunes qui sont inquiets de développer la maladie, pour moi, c'est hyper positif. Ça veut dire que les gens, donc, ils portent attention puis ils disent, oh, OK, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Puis moi, est-ce que c'est significatif dans ma famille? Donc, malgré le fait que, bon, quand ça finit que c'est positif, c'est pas des bonnes nouvelles, il reste que c'est un bon signe, je trouve, c'est un signe de santé populationnelle, cet élément-là. Donc, pour répondre à la question, les gens, ils mêlent beaucoup la maladie d'Alzheimer puis la génétique, hein. C'est compliqué, ces concepts-là sont compliqués, puis souvent, les gens, ils mêlent deux choses bien importantes. Donc, il y a deux formes de maladie d'Alzheimer génétique. Il y a une forme qui est excessivement rare. C'est elle qui passe à la TV parce que c'est elle qui est comme, mon Dieu, les gens, ils tombent en bas de leur chaise. C'est moins de 3%. Ça, c'est la forme mutationnelle. C'est les gens, par exemple, qui développent l'Alzheimer à 35 ans. Et là, c'est des mutations, comme je dis, la forme mutationnelle. Et donc, toute la progéniture, là, 50% de la progéniture est sûr de développer la maladie. Comme je dis, c'est eux qui passent à la TV parce que, mon Dieu, c'est donc bien incroyable. Ça doit être ça que j'ai dans la famille. Il y en a beaucoup dans ma famille. Mais faites attention parce que c'est des gens qui sont jeunes, très jeunes. C'est autosomal dominant, donc automatiquement, c'est 50% de la progéniture et ça évolue rapidement. J'en parle parce qu'elle est très ouverte avec ça. C'est ma patiente, puis elle a fait beaucoup de conscientisation au Québec. Allez voir l'histoire de Sandra de Montigny. Sandra de Montigny, elle a la variante mutationnelle. La forte majorité des autres qui ont des aspects génétiques reliés à l'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque. Hein? Un facteur de risque, c'est à double tranchant. Parce que je ne peux pas dire que vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, vous l'avez. C'est un facteur de risque, l'ApoE, qui s'adonne être un facteur de risque génétique. Fait que là, les gens disent, ah ben je le savais, il y en a beaucoup dans ma famille, c'est génétique. Mais faites attention, ça demeure un facteur de risque génétique. Qu'est-ce que ça veut dire, un facteur de risque? Ben, c'est ça, c'est un risque. Donc, moi, si je fume 3 paquets par jour, c'est sûr que j'ai plus de risques de développer le cancer du poumon. Mais on connaît tous des gens autour de nous qui fument 3 paquets par jour et qui n'ont jamais développé de cancer du poumon. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est pas parce que vous avez le facteur de risque que vous allez nécessairement développer la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, je comprends que dans votre famille, si vous avez ce facteur de risque-là, il y en a plus. Hein? C'est un facteur de risque génétique. Mais faites attention, ce n'est pas une raison pour avoir le test pour autant, parce que vous pourriez être porteur puis ne jamais développer la maladie. Donc, si vous n'avez pas de trouble d'anxiété, moi, je vais vous en donner un en faisant la piqûre parce que je vais vous dire, hey, vous êtes positif. Là, vous allez dire, ah, ça, je savais, il y en a plein dans la famille. Donc, je vais développer. Non, ça se peut que vous ne le développiez pas. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi qu'on a fait le test? Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que faut le reconnaître. Je pense que ça doit servir comme un moteur de prévention. Le fait de réaliser qu'il y en a plusieurs cas dans sa propre famille, puis qu'il y a peut-être un facteur de risque qu'on appelle l'ApoE4. C'est un facteur pour se dire, ben, OK, là, ça veut dire que moi, tu sais, l'activité physique, l'activité intellectuelle, les facteurs de risque vasculaire, hypertension, diabète, cholestérol, là, il faut que j'embraye là-dessus, puis il faut que je sois proactif. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Maintenant, à la lumière, là, je rajoute une petite parenthèse parce que les nouveaux traitements font leur entrée. À la lumière des nouveaux traitements qu'on a commencé à utiliser dans la maladie d'Alzheimer chez les précoces, chez les gens qui sont en stade léger, on doit faire le test d'ApoE4 parce que les doubles E4, là, ça devient compliqué, mais tu peux être ApoE double E4. Eux sont plus à risque de saignement et aussi d'édème dans le cerveau. Mais ça, c'est une démarche qu'on fait une fois qu'on est déjà entré dans la séquence de prescription du lecanemab. Oui, puis les doubles E4 sont quand même assez rares aussi. Hein. Les double E4, ben, ça fait partie des probabilités dans la population, mais c'est un peu plate pour eux parce qu'aux États-Unis, vous voyez, ils n'ont pas mis cette limite-là. Les double E4 sont, en fait, les double E4 aux États-Unis se font proposer le médicament, puis c'est à eux de choisir, de dire, ouais, mais j'ai un risque plus élevé de saignement, j'ai un risque plus élevé d'édème, mais je suis prêt à prendre le risque ou non, je ne veux pas prendre le risque. C'est le patient qui décide. Alors qu'ici, Santé Canada a mis une restriction sur les double 4. Quelqu'un demande si la RAMQ va rembourser.
On s'attend, dans le fond, c'est pas surprenant que la RAMQ n'ait pas remboursé au début. Si vous retournez dans le passé, même les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, des médicaments qu'on utilise là, à profusion depuis une vingtaine d'années maintenant, comme Donépésil, qui est le Aricept, ou Excelon, qui est la rivastigmine, n'avaient pas été approuvés à l'époque. On sait que ces molécules-là ont un impact significatif. On pense que l'INES, à force d'accumulation de données, vous voyez aux États-Unis, on a ce qu'on appelle l'accumulation de données sur le terrain à 4 ans et les données continuent d'être intéressantes. À un moment donné, ils n'auront pas le choix d'emboîter le pas parce que l'effet est là. Je ne dis pas que c'est la fin des traitements dans l'Alzheimer. Il y a d'autres traitements qui vont faire leur apparition, mais pour l'instant, la RAMQ ne les rembourse pas malheureusement, mais c'est un processus qui va prendre, je pense, une couple d'années, comme ça avait été le cas pour les inhibiteurs à l'époque, qui va prendre une couple d'années, puis éventuellement, ils vont procéder. Je pense que aussi, il faut s'attendre à ce que des assureurs privés emboîtent le pas aussi pour rembourser ces médicaments-là. Parce que faut comprendre que c'est pas nécessairement la manne qui vont être éligibles à ces traitements-là. Les gens, quand ils entendent les nouveaux traitements dans l'Alzheimer, ils imaginent le continuum complet de 15 ans de maladie d'Alzheimer, mais au fond, les stades modérés, les stades sévères ne sont pas éligibles. Donc, on parle d'une minorité de gens au début. Il ne faut pas que ces gens-là soient anticoagulés. Il ne faut pas qu'il y ait de micro-hémorragie dans le cerveau. Il ne faut pas qu'ils soient double 4. Puis comme je disais, il faut qu'ils soient prêts à embarquer dans un traitement qui est quand même intensif. Hein, c'est aux 2 semaines et c'est beaucoup de résonance magnétique. Fait que, tu sais, je veux dire, juste pour le Québec, on s'attend, mettons, à ce qu'il y ait à peu près une cinquantaine au début dans la première année. Là. Ça sera pas pour l'ensemble du continuum Alzheimer. C'est ça qu'il faut comprendre. OK, merci. Gosh, les questions rentrent énormément. Ouais. Mais j'aimerais revenir un peu sur la présentation, sur le début de la présentation, puis revenir en fait sur encore les problèmes précoces un instant. Il y avait beaucoup de questions sur, ah oui, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, puis quoi faire, ou aller voir son, est-ce qu'on va voir son Ouais. médecin de famille, mais c'est à quel Ouais. moment est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter? Oui, ça, c'est une excellente question. C'est l'aspect fonctionnel. Moi, je pense que quand une personne que vous connaissez bien a ralenti ses activités, ne fait plus les choses qu'elle était capable de faire avant aussi bien, ça, c'est un gros drapeau rouge. Euh, je pense que naturellement, les aidants ont tendance à donner beaucoup de cordes à leurs proches. Ah, il est fatigué. Ah, il a mal dormi. Ah, depuis la mort de sa sœur, il n'est pas pareil. Mais à un moment donné, là, il faut comme faire face aux données objectives. Hein. Oublier quelque chose de récent qui est important pour le patient, c'est pas normal. D'avoir un problème de langage où la personne n'est pas capable d'expliquer un concept alors qu'avant elle l'était, c'est pas normal. L'apathie, l'espèce de manque d'initiative. Ah, ben, il est peut-être déprimé. Ouais, mais il est peut-être déprimé. Y a-tu été déjà déprimé dans sa vie? Non, mais pourquoi tu penses qu'il est déprimé? Fait que je dis pas que c'est facile, mais il reste que j'encourage les gens à être beaucoup plus vigilants par rapport à ces signes-là, puis d'amener la question aux médecins de famille. Les médecins de famille, avec leurs infirmières, vont faire un dépistage cognitif, vont faire des tests de base, puis on met ça ensemble, puis on va de l'avant. Moi aussi. Donc, on va rester dans le thème du diagnostic. Il y a une question qui est revenue à quelques reprises au niveau des adultes qui ont des déficits d'attention, de la dyslexie et tout. Ouais. La question, c'est comment faire la différence, comment est-ce que les médecins font la différence quand tu la maladie, mais s'il y a quelque chose d'autre en même temps qui pourrait masquer ou non, là, mais Ouais. parce que TDAH, je ne sais pas si ça masque, mais je pense que c'est le diagnostic différentiel. Comment est-ce qu'un médecin peut déterminer qu'une personne a une maladie quand il y en a d'autres? Excellente question. Fait que c'est l'art de notre travail. Hein. En fait, ce qu'on appelle le trouble neurocognitif, le diagnostic du trouble neurocognitif, bon, à l'époque, on utilisait le terme démence. La démence la plus fréquente, c'est l'Alzheimer. Hein. Ça, c'est pour clarifier les choses. Donc, le trouble neurocognitif majeur ou la démence de type Alzheimer, c'est un diagnostic d'exclusion. Il faut avoir enlevé ou tassé de l'équation les autres mimiques. Parmi les mimiques, ben, ça peut être une tumeur, ça peut être un AVC, ça peut être la glande thyroïde, ça peut être l'apnée du sommeil. Vous l'avez dit, le trouble déficitaire de l'attention. Fait que ça passe par, même si en 2026, on a un paquet de biomarqueurs extraordinaires, jamais on va enlever du processus diagnostique la rencontre en clinique. Donc, ça passe par une histoire clinique.
le trouble déficitaire de l'attention, là, ça saute pas sur le monde à 70 ans, là. Les gens ont eu des traits de troubles d'attention de longue haleine au cours de leur vie. Alors, mais c'est pas toujours facile, mais ça fait partie, nous, en clinique, donc on va questionner ces éléments-là au cours de leur vie. On va faire des tests cognitifs aussi. Un profil Alzheimer, un test cognitif, ça ressort. Un profil de trouble d'attention, un test cognitif, ça ressort. Des fois, on n'a pas toujours la réponse, puis il faut aller en neuropsychologie. On peut aller donc à l'évaluation neuropsychologique plus poussée. Je dirais que ceux qui sont plus difficiles à cerner, c'est ceux qui ont beaucoup d'éducation, un haut niveau de fonctionnement, beaucoup d'éducation. Les autres, ils partent de haut, puis là, ben, ils en perdent, mais ça ne paraît pas tant que ça. Hein, avant que ça commence à apparaître, ça prend plus de temps. Donc, c'est cette séquence-là de diagnostic, c'est-à-dire l'histoire, les tests cognitifs, puis là, ben, vous rajoutez l'imagerie du cerveau, et puis là, à un moment donné, on met ça ensemble pour essayer de tasser des choses. Il y a des gens, j'ai oublié l'autre point important, il y a des gens qui ont 3, 4 médications psychotropes qui peuvent aussi brouiller la mémoire. Les benzodiazépines, les anxiolytiques, les combinaisons de médicaments peuvent vraiment nuire à la capacité cognitive. Donc, ça aussi, c'est un confondant qu'on met dans l'équation. J'ai une question vraiment intéressante qui revenait à quelques reprises. Est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs variantes en même temps? Ah, c'est une excellente question. Je dirais que non. Je dirais que non, parce que ça commence, la maladie d'Alzheimer commence avec vraiment une signature spécifique à une variante, mais à la fin, c'est vrai que là, c'est une totalgie, ça devient tout mélangé. Alors, si vous attrapez un patient en début de maladie et vous faites les bons tests, on va être capable de mettre le doigt sur la variante. Mais si vous attrapez le même patient 5 ans plus tard, là, ça devient comme un peu tout mélangé, cette histoire-là. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on a juste une des 4 variantes, mais il peut y avoir d'autres maladies en même temps qui confondent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes maladies, mais pas au niveau des variantes de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que, mettons que vous commencez le processus avec un manque d'humour, difficulté à répéter les phrases, on vous voit en clinique, on identifie qu'il y a de l'atrophie à l'hémisphère gauche, on dit ça, c'est vraiment une variante langagière de la maladie d'Alzheimer. Donc, cette personne-là, ben, 3 ans plus tard, 6 ans plus tard, elle va aussi avoir des features ou des critères diagnostiques des autres variantes. Elle va avoir des troubles de mémoire, elle va avoir des troubles visuo-perceptuels, elle va avoir des troubles de comportement. Fait que, rendu, mettons, 5, 6 ans plus tard, elle va remplir les critères des autres variantes aussi souvent. Fait que, Par la progression de la maladie. exactement. Et ça, c'est intéressant hein, parce que, je veux dire, il y a un sous-groupe de la population qu'on voit en clinique, puis on se dit, mais ils sont tellement avancés. Et là, souvent, la famille dit, non, non, ça va bien, il est comme avant. Puis là, on dit, mais c'est impossible. Tu sais, je veux dire, c'est trop, il y a trop d'impact, il y a trop de facteurs. Puis, j'appelle ça des totalgies, là, les gens qui vont remplir tous les critères, ben ça, c'est des gens justement qui ont passé tout droit, là, qui sont en stade souvent d'emblée à la première rencontre en clinique mémoire, qui sont en stade modéré ou en stade modéré à sévère. OK, merci. Les questions techniques. Est-ce que la forme langagière, c'est la même chose que l'aphasie primaire progressive? Est-ce que c'est un synonyme? Donc, la forme langagière, c'est aussi le synonyme qu'on peut utiliser, c'est la variante logopénique de l'aphasie primaire progressive. Donc, si vous allez sur la plateforme APP, la variante Alzheimer, si vous voulez, là, de troubles du langage dans la sphère des APP, c'est la variante logopénique de l'aphasie primaire progressive. Ça, c'est la même chose que la variante langagière de la maladie d'Alzheimer. C'est quoi les autres? APP, ce serait... Ouais. Parmi les autres APP, le catch qu'il ne faut pas se faire prendre, c'est que ce ne sont pas des pathologies Alzheimer, mais il y en a 2 autres. Donc, il y a la variante sémantique de l'aphasie primaire progressive, puis il y a la variante non fluente agrammatique. Mais ça, c'est d'autres formes d'accumulation de protéines. Dans la variante sémantique, c'est du TDP43, ce n'est pas de l'Alzheimer. Okay. Dans la variante non fluente agrammatique, c'est la protéine Tau, TAU-Tau, des taupathies. C'est différent de late. Oui, le late, ça, c'est un autre bébite. C'est pas le TDP43 aussi? Oui, c'est le TDP43, mais c'est un autre bébite. Ouais. OK, merci. Dans la forme langagière, est-ce que
les troubles sont autant au niveau de la communication verbale que écrite. Est-ce que Ouais, les deux c'est un sont excellent ensemble? point. Je vous dirais que c'est du cas par cas, mais en général, la communication écrite est moins touchée. Alors, on encourage beaucoup là, le Boogie Board. Le Boogie Board, vous achetez ça pour 20 pièces au Costco, vous êtes à Amazon, vous commandez ça en ligne. Ça permet d'écrire, puis c'est comme quand on était petit, là, le scratch pad, là, la patente qu'on fait juste glisser à gauche, puis on repart à zéro. Là, on fait des dessins, les enfants utilisent ça. Euh, donc, c'est souvent qu'on voit que l'écriture est moins touchée que le oral. OK, merci. Oh! Dans quelques mots, parce que ça peut être tout un autre webinaire, la distinction entre les troubles neurocognitifs frontotemporels et la maladie d'Alzheimer comportementale. Ouais. Alzheimer comportemental, ouais. On a écrit, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais on a écrit des critères internationaux là-dessus. Fait que la personne qui est intéressée peut aller voir l'article là, en groupe avec Rick Hasen-Copley. Donc, on a publié cet article-là, ça fait une couple d'années, je pense 2024, mais on les détaille, les critères. Donc, ce qu'on voit, c'est que la variante comportementale de la démence frontotemporale, qui fait partie du spectre frontotemporal, donc qui est plus, ces gens-là ont une pathologie tôt, la plupart du temps, hein, TAU tôt, amène des changements comportementaux, des changements langagiers qui sont souvent beaucoup plus prononcés. Alors, c'est des gens qui sont très désinhibés. Ils peuvent se déshabiller en public, se masturber en public au magasin alors qu'ils étaient des gens très rangés. Alors, les gens vont dire, mais ça n'a pas de bon sens, il n'a jamais fait ça avant. Ils peuvent manger la boîte de beignes au complet. On va chercher des beignes au Tim Hortons, puis la personne mange les 12 beignes en rafale. Être glouton, manquer d'empathie, avoir des comportements comme très désorganisés, mais vraiment là, au niveau 3+. Alors que dans la variante comportementale de la maladie d'Alzheimer, celle que j'ai présentée, oui, les changements de comportement sont au premier plan, mais sont un peu moins sévères. C'est moins prononcé. Il peut y avoir des changements au niveau du jugement, au niveau de l'inhibition d'être adéquat en situation sociale, au restaurant, avec le serveur ou la serveuse, mais moins prononcé, moins sévère que dans la variante comportementale. Et là, bon, on est en pathologie Alzheimer, donc ces gens-là, la variante comportementale de la maladie d'Alzheimer, évolue comme un Alzheimer aussi. Donc, éventuellement, se rattache la mémoire des faits récents importants, se rattache les fonctions exécutives, l'apathie. C'est comme, ils évoluent comme des Alzheimer au long cours, alors que les frontotemporaux peuvent décéder en 4 ans, en 5 ans. Là. C'est des gens qui en viennent à manger du plastique, qui peuvent manger du carton et s'étouffent en mangeant tellement ils sont désinhibés. Là. OK, j'allais dire, donc l'expérience du clinicien fait une grande différence à ce Vraiment. niveau-là pour les distinguer, mais en même temps, ça Je va dirais, vraiment. je dirais que l'expérience du clinicien, oui, sauf qu'on n'est pas si tant bon que ça, honnêtement. Ça prend maintenant un biomarqueur, puis ça, c'est l'ère des biomarqueurs qui l'a prouvé. Donc, même les grands cliniciens qui se pensent super bons, là, ben, sont encore juste bons, mettons, 7 à 8 fois sur 10. Puis les 2 ou 3 autres fois, on passe à côté. Mais par contre, à l'ère des biomarqueurs, ben là, si par exemple, ce patient-là qui a des troubles de comportement, quand je lui fais un biomarqueur Alzheimer, il est négatif, bien là, ça, c'est très fort comme validité prédictive négative ou comme facteur négatif, c'est très fort pour pencher vers le comportemental, vers la variante comportementale de la démence frontotemporale. Mais si le biomarqueur est positif pour l'Alzheimer, bien là, on le rentre dans la variante comportementale de l'AMA. Ouais. Merci. Question rapide, mais un peu séparée. Est-ce que l'apnée obstructive du sommeil ou le TDAH augmente la probabilité de développer la maladie? Est-ce que c'est des facteurs de risque? Pas la probabilité de développer la maladie, mais peuvent par contre être des confondants importants pour mimer OK. les symptômes. Mais non, c'est pas. L'apnée du sommeil est associée à un plus grand risque de faire des AVC. Ça, c'est démontré. Mais le TDA et l'apnée ne sont pas associés à un plus grand risque d'Alzheimer. On revient à une question sur les traitements. Est-ce que les traitements fonctionnent mieux en début de maladie? Réponse oui, en caractère grand majuscule. En fait, les traitements ne sont pas recommandés ni autorisés en stade modéré ou en stade sévère. Les nouveaux traitements qu'on parle, ceux que j'ai présentés dans ma présentation, donc les anticorps monoclonaux dirigés contre l'amyloïde. Là, maintenant, je prends les questions un peu plus récentes. Oh. Combien de temps l'aricette ou le donepezil est-il efficace?
Ben, je vais vous répondre à la lumière de mon expérience clinique, tant et aussi longtemps que vous avez l'impression qu'il est efficace. Euh, Quand on regarde les données, euh, donc des études qu'on appelle là, les méta-analyses, c'est-à-dire vous pouvez avoir il y a plein d'organismes qui font des méta-analyses et qui regroupent des milliers de données de différentes sources, puis regardent un peu l'impact. Euh, L'inhibiteur de l'acylcholinésterase, comme donépézil ou Excelon, on a intérêt à le garder en place tant et aussi longtemps qu'on pense qu'il fait un effet. Les gens qui, par exemple, arrivent en CHSLD ou en résidence, disons, pour personnes non autonomes, puis là, la famille dit, ben là, on en profite pour arrêter les pilules, peuvent vraiment, vraiment avoir des changements marqués dans le comportement si on arrête ces médicaments-là. Parce qu'à quelque part, dites-vous que ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent l'acétylcholine dans le cerveau. Avec l'évolution de la maladie, ben, veut pas, ces réseaux-là sont moins puissants, hein. Le patient Alzheimer en stade modéré, il n'en fait pas beaucoup d'acétylcholine. Donc là, on lui en donne artificiellement avec le médicament. Ben, les neurotransmetteurs, ça fonctionne bien dans un cerveau quand c'est relativement balancé un par rapport à l'autre. Alors, s'il en manque beaucoup, puis là, on enlève en plus la pilule, ben, on peut s'attendre à des changements de comportement puis une détérioration. Ceci dit, et ça fait partie de nos guides de pratique, ça demeure tout le temps au bon jugement de la famille. Si vous avez remarqué, par exemple, que quand le médicament était arrêté, le patient s'est juste porté mieux, il y avait moins de diarrhée, puis il n'y a pas eu de grand changement, ben go. Mais en général, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande d'emblée. On recommande davantage de le garder en place, tant aussi longtemps que ça semble pas nuire au patient. OK. Euh, hmm. Oh. Est-ce que vous traitez une personne, un patient jeune différemment d'un patient plus âgé? Oh, et est-ce que la dégénérescence est plus rapide chez une personne plus jeune, de moins de Ouais. 60 ans? Ben, en fait, c'est une excellente question parce que c'est souvent le spectre du neurologue versus le spectre du gériatre. Nous, jeunes, ça veut dire, je veux dire, il y a des gens de 19 ans. Pour le gériatre, jeune, ça veut dire sur les 15 ans. Fait que je sais Oh, pas qu'est-ce excusez. que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire jeune. Est-ce qu'on la traite différemment? Je suis pas sûr que je comprends la question, mais la réponse Mais est bon. Ouais, dans votre présentation, les variantes, vous parliez des variantes, puis les variantes étaient dans la cinquantaine, ouais, alors que la moyenne de la maladie d'Alzheimer ouais, classique, ça commence à 65 et plus, on est 15, ouais. alors que les variantes, vous disiez, c'est dans la cinquantaine, Je vous puis dirais que la forme génétique dans la trentaine. au quotidien, dans le fond, là, dans la pratique, on traite plus le stade. Alors que la personne, elle ait 65 ou 55, l'important, c'est que est-elle éligible au traitement qui est en place. Donc, si on est dans les premiers stades de la maladie, que tu aies 55 ou 65, on va t'aborder de la même façon si tu es éligible au traitement. Pour la question, par contre, par rapport à la progression, effectivement, on voit souvent que les jeunes progressent plus vite que les personnes plus âgées. Oh. Ouais. Des questions encore sur la progression, il y en a quand même plusieurs. Puis sur tu sais, l'impact de la stimulation cognitive. Ils n'ont pas demandé pour l'activité physique, mais j'aimais l'amener parce que quand on compare une Ouais. personne de 75 ans avec une personne dans la cinquantaine, la différence entre faire la stimulation cognitive puis du sport comme pour essayer de ralentir la progression. Ouais. Je dirais que Mhm. quel que soit l'âge, en fait, go pour tout ce qui s'appelle facteur de prévention en santé cognitive. Donc, activité physique, activité intellectuelle, contrôle des facteurs de risque. Vraiment, le plus grand défi, c'est plus de l'adapter à la réalité de la personne, parce que la personne de 85 ans, en général, elle a plus de comorbidité que celle de 60 ans. Donc, il y a des gens qui, tu sais, quand on dit activité physique, il y a des gens qui ne peuvent pas aller se baigner, ils ne peuvent pas nager, il y a des gens qui ne peuvent pas courir. Fait que c'est plus de l'adapter, mais je vous dirais, tout mettre l'emphase pour essayer de mettre ça en place. Activité intellectuelle, activité physique, puis prévention des facteurs de risque vasculaire, donc adapté à la réalité de la personne. Ça peut vouloir dire engager un kinésithérapeute, un ergothérapeute pour essayer de maximiser. Tu sais, je veux dire, c'est impressionnant. Je vous recommande, là, on l'a sur notre plateforme APP, là, le résumé des 14 facteurs de risque. L'alcool, tout ce qui s'appelle audition, vision, c'est important aussi. Les gens doivent être appareillés, doivent pouvoir bien voir. Puis,
des éléments qui sont non contrôlables, comme les coups à la tête, mais il faut essayer de ne pas se cogner à la tête, c'est bien sûr. Mais donc, jouer sur ces facteurs-là à quel âge que soit, quel que soit l'âge. Merci. Puis aussi la nutrition. La nutrition, absolument. Bien s'alimenter, tout à fait. Une question intéressante. Au niveau visuel, la variante visuelle, est-ce que c'est possible que la dégénération est suffisamment loin pour que la personne perde la vision complètement? Ah oui, en fait, ces Ah, gens-là deviennent des non-voyants, là. Faut bien faire la différence, hein. Ils perdent pas la vision. Ils perdent la capacité du hmm. cortex à interpréter les stimuli visuels. Ces gens-là ont des bons yeux, hein. Le problème n'est pas dans les yeux, le problème est dans le cortex visuel, mais ils deviennent des non-voyants corticaux, si on veut. Ouais. Oh, dans la variante langagière, est-ce que quelqu'un qui dit souvent le contraire de ce qu'elle veut exprimer est-ce que ce serait comme un critère de dire le contraire de ce Ouais. qu'elle veut exprimer? On voit ça dans la variante non fluente agrammatique. Les gens, à la réponse, mettons, veulent dire oui, ils disent non, puis après ça, ils se recorrigent, puis ils disent oui. On voit ça dans la variante non fluente agrammatique, dans les topathies, souvent. Et puis ça, c'est comme un problème d'inhibition. Je vous dirais que c'est intéressant à noter, mais ça ne serait pas un deal breaker pour définir un diagnostic. Il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses de plus, là, vous comprenez? Puis si je vous ai bien suivi, c'est associé davantage à un autre trouble que la maladie d'Alzheimer. Exact. Tout à l'heure, on a détaillé les autres APP, les deux autres. Il y avait la Ouais. variante sémantique puis la variante non fluente. Ça pourrait être quelque chose qu'on voit dans la variante non fluente. OK. Oh! Dans la variante langagière, est-ce qu'il y a une différence pour si une personne est bilingue? Ouais, bonne Oh, puis est-ce que question. c'est. Un instant, excusez-moi de vous Ouais. couper. Est-ce que le manque du mot est le même dans la langue maternelle que dans la langue, tu sais, les autres langues subséquentes? Ouais, ben, en fait, ça revient un peu à la langue utilisée le plus ou la langue souvent dans laquelle la personne a eu son éducation. Donc, si vous êtes allé à l'école en anglais, puis Mhm. vous avez travaillé dans un milieu francophone après, mais vous continuez à parler l'anglais à la maison, la langue qui va partir en premier, c'est la langue française. Ce ne sera pas la langue anglaise. Donc, parce que vous êtes allé à l'école en anglais, vous avez comme cristallisé, consolidé beaucoup, beaucoup votre éducation dans cette langue-là. Votre langue, qu'on pourrait dire la langue maternelle. OK, donc la langue affectée serait le français dans ce cas-là. Exact, exact, qui serait le plus touché. Mais il y a des variations de gris, là, si on peut dire. Ça dépend un peu du contexte. Mais ce qu'on peut quand même retenir, c'est que nous, à la clinique de mémoire, on voudrait tester ce patient-là dans sa langue maternelle, puis voir. Puis on s'attendrait à ce qu'elle soit la plus robuste au changement. Fait que, disons, vous parlez français et anglais, mais anglais est votre langue maternelle, c'est le français qui va s'effriter en premier, mais la Mhm. maladie peut quand même effriter votre langue maternelle. Fait on testerait un peu avec ce schème-là en tête. Est-ce que des tests en Franglish vont arriver un jour? Il y a des tests qui sont bilingues. La plupart des tests sont bilingues, comme le DCQ, on l'a en français, on l'a en anglais. Ouais. Parce que dans le West Peut-être. Island, on parle Franglish. Ce que je suis moins familier, c'est l'espagnol, par contre. Je sais qu'à Montréal, il y a Mhm. probablement beaucoup de gens qui parlent espagnol. On a développé, il y a un collègue, Mathias Gou, à Barcelone, qui a développé justement un équivalent du test qu'on avait fait en français. Fait que ça, c'est de vous référer aux cliniciens qui vous prennent en charge pour voir un peu. Mais tu sais, en général, les gens sont sensibles à ces éléments-là, là. OK. Merci pour tout le monde pour les questions, sont vraiment intéressantes. Il y en a une sur le vieillissement, si vous êtes prêts. Dans les sens, dans les cinq sens, est-ce que l'audition est le dernier que les gens perdent? Est-ce que vous savez? La question, c'est si c'est le dernier, là, mais dans les sens, lesquels sont préservés, lesquels sont affectés, en fait, avec le vieillissement? Je ne saurais pas le dire, mais je sais que parmi les plus importants, Mhm. les deux étant audition et vision, les autres sont aussi importants, mais parmi les deux, les plus importants, c'est l'audition et la vision, et sont vraiment associés à un déclin plus rapide si on les perd.
Donc, un déclin plus rapide, Mhm. plus fréquemment développer la démence, c'est donc chez les gens qui ne sont pas appareillés parce qu'ils sont sous-stimulés auditivement. Donc, le processus cognitif, il n'y a pas lieu si tu n'entends pas. Puis la vision. Pour les autres, je saurais pas les données en recherche par rapport à ça. Je crois que l'olfaction commence assez tôt parce que c'est une région lobe temporal. Ce serait assez tôt et Dr. Bollard fait des recherches en lien, mais je ne sais pas non plus. Je pense que c'est assez tôt pour l'odorat. Cependant, le goût me semble Ouais. qu'il est préservé, je crois. L'odorat est associé particulièrement au Parkinson, donc aux alpha-synucléinopathies. Donc, la maladie de Parkinson, ça peut même être un test en recherche. La capacité plus fine de l'odorat est affectée chez les gens qui développent la maladie de Parkinson, puis ça, c'est bien des années avant. Mhm. Mais effectivement, le goût, on ne voit pas ça comme, comme C'est une baisse. bonne question. Ça baisse pas. Euh, Ici, ça, c'est aussi une question importante. Parce que c'est important de distinguer les différents troubles neurocognitifs. Puis l'exemple qu'il demande, c'est corps alloué par rapport à l'Alzheimer. Est-ce que c'est vraiment important de distinguer les types de troubles neurocognitifs que la personne a? Absolument, absolument. Je retournerai à la question en disant, ben, pensez-vous que c'est important de distinguer les types de cancers? Mhm. T'sais, on entend cette question-là, puis ça nous fait réagir un peu parce que c'est comme si il fut une époque, je pense qu'à l'époque, les gens, mettons qu'on retourne il y a 25 ans, les gens disent, ah, c'est pas grave, c'est sûr, il vieillit, il retourne en enfance, c'est normal. Puis là, ben, il y avait le terme qu'on appelait la démence mixte. Mais ça, la démence mixte, c'était comme une catégorie fourre-tout, là, on mettait tous les Mhm. diagnostics ensemble. Mais aujourd'hui, en 2026, on veut non seulement préciser exactement c'est quoi le diagnostic, mais aussi la pathologie sous-jacente. Donc, on a des bons biomarqueurs pour l'Alzheimer. On n'a pas encore de biomarqueurs utilisables, mais ça s'en vient, notamment les biopsies de peau là, en maladie à corps de Louis. Mais au-delà de ça, pour répondre à la question, c'est que la question la plus importante que les familles nous posent en fin de rencontre, souvent, c'est de dire, oui, mais là, docteur, qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi là? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Alors, si on sait que c'est une maladie à corps de Louis, il y a plein de choses qu'on peut expliquer aux familles. Puis, être capable de comprendre les comportements inexpliqués, c'est très, très, très utile pour les familles. Ah, s'il y a des hallucinations, c'est parce que c'est correct, c'est normal dans la maladie à corps de Louis. On voit ça, des hallucinations. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, il y a un Mhm. trouble du sommeil REM qui apparaît, c'est-à-dire agir ses rêves, donner des coups de pied, tomber en bas du lit, crier fort la nuit, ben c'est quasiment attendu et normal dans le processus de la maladie à corps de Louis, alors qu'on ne voit pas ça dans l'Alzheimer. Fait que c'est pour bien informer les familles, disons, de la trajectoire longitudinale, de qu'est-ce qui les attend dans le temps. Pour qu'ils puissent mieux Un se élément préparer. intéressant chez les corps de Louis, c'est qu'ils maintiennent leur autocritique longtemps. Hein, sont capables de refléter sur leur déficit, alors que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer souvent vont perdre l'autocritique. Dans l'espace Mhm. de 2 ans, 3 ans, ils sont plus tellement capables d'avoir de l'autocritique face à leur déficit. Mhm. Dans les questions sur toujours les facteurs de risque, est-ce que l'anxiété, c'est quelqu'un qui est très anxieux puis qui prend la médication pour l'anxiété, est-ce que ça peut être un facteur de risque? C'est pas reconnu présentement parmi les 14 facteurs de risque, non. La dépression, par contre, oui. La dépression fait partie des facteurs de risque. Et la dépression et l'anxiété, ils vont pas rechercher les mêmes réseaux neuronaux? Mais pas nécessairement. Non. Pas toujours. Pas toujours. Pas Triste. toujours. Ouais. Il y a toutes les études aussi en cours par rapport aux médicaments qui sont utilisés dans l'anxiété et la dépression. Donc, mais actuellement, l'anxiété, c'est pas reconnu comme un facteur de risque. Peut-être que ça va l'être un jour, mais la dépression, par contre, une dépression qui est mal traitée ou qui est mal soignée. Fait que ça fait partie des choses qu'on, si c'est présent, doit être abordé. Ouais. Absolument. Ou est-ce qu'un médecin de famille peut demander un test de biomarqueur? Ou est-ce que le médecin doit référer à la Ouais. seconde ligne? C'est pas recommandé parce que le médecin de famille, après, va être pogné avec le fait de l'interpréter puis de l'expliquer au patient. Fait qu'on on ne Mhm. recommande pas cette démarche-là. Ce qu'on demande aux médecins de famille, ce qu'on recommande aux médecins de famille, c'est vraiment de prendre une bonne histoire, de faire le dépistage cognitif, faire les tests cognitifs. Les médecins de famille sont capables de reconnaître une maladie d'Alzheimer ou un syndrome dégénératif, de faire l'imagerie par résonance magnétique.
on dit, nous, en parenthèse, avec le protocole démence, c'est-à-dire avec toutes les bonnes séquences. Et là, quand vraiment la décision du médecin de famille, c'est qu'il y a un trouble neurocognitif, mais je ne suis pas sûr c'est quoi, là, de l'envoyer en clinique de troisième ligne, en clinique spécialisée. Voyez le parallèle exactement de la même façon en oncologie. Ce n'est pas votre médecin de famille qui initie la chimio, hein? Mhm. C'est plus l'hémato-oncologue qui initie la chimio. C'est le même principe pour les cognitifs. OK, parfait. Je vois le temps filer, il est déjà 25. Merci beaucoup, Dr. Laforce. Pour tout le monde sur YouTube, on va mettre les liens pour les articles que vous avez mentionnés aujourd'hui. Puis on peut mettre d'autres liens également, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut, pour être sûr que vous les aviez tous. Si vous le regardez en différé, ça, ils vont être en haut bas de YouTube. Excusez-moi, je vais retourner à mon... Je suis impressionné. Près de 1000 personnes. J'ai vu un cas sur mon ordi. Oui, encore. Merci beaucoup, Dr. Laforce. Avant de laisser notre directrice générale, Sylvie Grenier, offrir les mots de conclusion, j'aimerais vous remercier de votre présence, vous, l'audience, et de vos questions pertinentes. Ça a amené une conversation vraiment géniale. À la fin du webinaire, lorsque vous allez fermer votre écran, il va y avoir un sondage, un court sondage qui va s'ouvrir. Si vous pouvez le remplir, ça serait vraiment fortement apprécié. Merci à tous et Sylvie, c'est à ton tour. Moi, j'arrive pour la conclusion. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Laforce. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je regardais les questions. On pourrait passer l'après-midi ensemble et puis ce ne serait pas terminé. Donc, on se dit à une prochaine fois. C'était clair, limpide et aussi très bien vulgarisé. Je pense que c'est ce qui a plu beaucoup à notre auditoire. Donc, merci Rachel pour l'animation et aussi un merci spécial à toute l'équipe qui travaille en arrière de la caméra à faire en sorte justement qu'on puisse répondre aux questions. Merci tout le monde. Merci à vous, les gens qui avez assisté. C'est pour vous qu'on travaille, c'est pour vous qu'à tous les jours, on est à l'œuvre pour vous accompagner. Et je vais le répéter parce que c'est une phrase à laquelle je tiens vraiment beaucoup. Allez chercher un diagnostic de façon le plus précoce possible. On sait maintenant qu'on peut agir tôt dans la maladie et de pouvoir faire en sorte de préserver ses capacités aussi dans le plus longtemps possible. Donc, les médicaments qui arrivent, ceux qui sont en devenir, vont intervenir tôt dans la maladie. Mais au-delà de ça, de maintenir ses capacités, ben, les sociétés seront là pour vous accompagner aussi à travers de ça. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Bon après-midi.